Donc Eric Cascalès est venu de Marseille pour nous faire ce séminaire. Il est chef de groupe en fait au CNRS, au laboratoire. En fait, c'est le LISM, c'est le laboratoire qui a toujours travaillé. Je connais même les débuts de ce laboratoire avec André Lasninsky en particulier, sur les machines moléculaires complexes. Donc il a fait sa thèse avec Roland Loubès sur ces systèmes, en particulier chez Escherichia coli, de molécules de surface qui régulent la multiplication microbienne et la mise en place des enveloppes. Il a fait ensuite sa thèse, son postdoc chez Peter Christie au Texas, où il a changé de système, mais où il est resté dans le même contexte qui est celui des machines moléculaires, puisqu'il a travaillé sur Agrobacterium tumefaciens, qui est une bactérie de l'environnement, bien sûr, des plantes, et qui injecte des effecteurs, en particulier de l'ADN, dans les cellules de plantes qui causent des tumeurs. Donc c'est le cancer des plantes causé par cette bactérie. Et puis quand il est rentré à Marseille, il a repris des activités un petit peu plus proches des protéobactéries, en particulier des Escherichia coli. Et il a travaillé à la fois sur les colicines, mais aussi, et c'est son travail actuel, sur les appareils de sécrétion de type 6. Alors ce qui est vraiment joli dans le travail d'Eric, qui est d'ailleurs reconnu vraiment internationalement, c'est sa capacité qu'il a d'abord à être un biochimiste et un structuraliste, c'est-à-dire qu'il apporte la dimension structure-fonction dans l'étude de ces appareils. Et puis il a aussi réussi à introduire ce qui est, au fond, étymologiquement, la vraie microbiologie cellulaire, c'est-à-dire la biologie de la cellule microbienne. Et au fond, de mettre au point des méthodes d'analyse qui va vous montrer, d'ailleurs, qui permettent de voir, par exemple, en temps réel, la construction et la mise en fonction d'un appareil de sécrétion de type 6 par une bactérie. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement passionnant, et comme en plus c'est un excellent orateur, je suis sûr que vous allez adorer. Donc merci Eric, et je te laisse la place. Merci tout d'abord Philippe pour l'invitation à présenter les travaux de l'équipe qui concernent le système de sécrétion de type 6. Donc c'est un honneur bien entendu d'être ici dans cette salle et de pouvoir donc, vous montrer le travail que l'on effectue donc, dans mon laboratoire à Marseille. Donc le titre de cette présentation s'appelle « Guerre intestine, la course à l'armement ». Et ce que je vais vous présenter, c'est essentiellement le fonctionnement d'un système qui est impliqué dans la compétition entre bactéries, et notamment des bactéries qui sont dans le tractus intestinal de l'homme. Donc il y a quelques années, on a commencé à travailler au laboratoire sur une bactérie qui s'appelle Escherichia coli entéroagrégatif, qui est une bactérie qui est très proche de la bactérie qui a provoqué 71 morts en Allemagne en 2011, qu'on a appelé la maladie du concombre espagnol. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode malheureux où il y avait eu un certain nombre de morts à la fois en Allemagne mais également en Angleterre. On avait cru que c'était des concombres espagnols qui étaient contaminés. Finalement, c'était des graines provenant d'Égypte. Et en fait, ces éléments, ces graines étaient contaminées par cette bactérie qui s'appelle Escherichia entéroagrégatif. Et donc, on travaillait sur cette bactérie au laboratoire, ou une bactérie très proche. Et cette bactérie-là, on s'est aperçu qu'elle n'avait pas la capacité forcément de produire des toxines supplémentaires qui provoquaient la maladie chez l'homme, mais en fait, elle était capable d'éliminer d'autres bactéries au sein de l'intestin. Et donc, je vais vous montrer tout d'abord une petite vidéo ici. Donc, c'est pixelisé, bien entendu, parce que les bactéries sont quand même très petites. Et cette bactérie-là en particulier, Escherichia entéroagrégatif, fait environ 1,2 micromètre de long. Donc, c'est la bactérie qui est ici en vert. Donc, vous avez quelques exemples. Et ici, elle est donc mélangée sous le microscope avec une autre bactérie, qui est une bactérie commensale, qui est Escherichia coli K12, une bactérie classique de laboratoire, donc ici en rouge. Et vous allez voir sur cette vidéo, donc, qui est quasiment en temps réel, que les bactéries vertes sont capables d'éliminer donc, les bactéries rouges. Donc, vous allez voir cette petite vidéo ici. Donc, au début, il ne se passe pas grand-chose. Puis d'un coup, vous voyez que les bactéries rouges commencent à exploser et elles disparaissent. Et donc ça, c'est typiquement ce qui se passe dans notre intestin en ce moment même. Les bactéries se combattent et se tuent
les unes les autres. Donc bien entendu, on a cherché à savoir comment elles pouvaient se tuer de cette manière-là, d'une manière aussi efficace. Vous pouvez voir qu'ici, il ne reste que quelques bactéries rouges, et si on continue l'expérience, on s'aperçoit qu'au bout de quelques minutes, pratiquement 100% des bactéries rouges disparaissent. Et donc, on a voulu savoir qu'est-ce qui pouvait être responsable de cette tuerie par les bactéries vertes. Et donc, ce qu'on a fait tout d'abord, c'est faire des expériences de cryotomographie, c'est-à-dire qu'on va regarder directement à l'intérieur de la cellule pour voir s'il y a des éléments supplémentaires qui n'existent pas dans d'autres bactéries. Donc là, je vais vous montrer aussi une petite vidéo qui est en fait des images où on va regarder de plus en plus vers l'intérieur de la bactérie. Donc, vous imaginez, c'est une bactérie qui est posée sur un support, et donc on va, grâce à un microscope, regarder au fur et à mesure, de haut en bas, qu'est-ce qu'il y a dans la bactérie, et donc on va visionner, on va traverser la bactérie nous-mêmes dans cette vidéo. Donc vous voyez cette bactérie-là avec sa membrane externe, ici, la membrane interne, et donc là, toute cette partie-là, c'est le cytoplasme. Donc vous pouvez voir sur cette vidéo, ici, quand je la lancerai, hop, vous allez avoir une structure tubulaire qui va apparaître. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et là, on va remonter sur la bactérie et vous allez à nouveau voir cette structure tubulaire, ici, qui est dans le cytoplasme de la bactérie. Donc, vous avez un tube extrêmement long qui fait pratiquement 1 micromètre de long. Donc, à l'échelle de la bactérie, c'est absolument énorme, qui traverse la totalité de la bactérie d'un côté à l'autre. Alors, ces structures, au même moment où nous, on voyait ces éléments, cette structure a été également montré par le groupe de John McElhenors à Harvard, et ils ont appelé ce système le système de sécrétion de type 6. Donc vous pouvez le voir ici. Ici, dans ce cas-là, il s'agit de Vibrio cholerae, donc la maladie qui est responsable du choléra. Et vous voyez donc ces structures tubulaires qui traversent le cytoplasme de la bactérie. Donc dans cet article, ils ont décrit brièvement ces structures en disant c'est une structure tubulaire, comme on voit ici, mais qui est accrochée au niveau de l'enveloppe bactérienne par ce qu'ils ont appelé un complexe membranaire et une plateforme d'assemblage ou base plate. Alors, ce système de sécrétion de type 6, il est composé d'un certain nombre de gènes qui sont présents dans l'ensemble de ces systèmes qui vont permettre d'assembler ces structures tubulaires dans le cytoplasme. Donc, ils sont représentés ici. Ils s'appellent pour la majorité TSS pour Type 6 Secretion, suivi de la lettre B, C ou K ou L, peu importe. Et donc, comme je vous l'ai montré, ce système permet donc de délivrer des toxines qui vont permettre donc de tuer les bactéries. Et donc, au sein d'une communauté microbienne, en éliminant les bactéries compétitrices, ça va permettre à la bactérie, ici en bleu, donc de coloniser de manière très efficace la niche. Donc, comme vous l'a montré Philippe dans les expériences précédentes, avec Shigella sonei et Shigella flexneri, nous avions fait également l'année dernière quelques expériences concernant cette bactérie-là et aussi Salmonella, et nous étions aperçus que si on prenait des souris qui n'avaient pas de microbiote, eh bien on voyait que la souche sauvage de Salmonella typhimurium était capable de coloniser de manière efficace, et que si on lui enlevait son système de sécrétion de type 6, elle colonisait de manière tout aussi efficace. Ce qui veut dire qu'en absence de bactéries dans le microbiote, Salmonella est capable de coloniser en présence ou en absence du système de sécrétion de type 6. Par contre, si on était dans des souris conventionnelles avec un microbiote, on s'apercevait que la souche sauvage était capable de coloniser l'intestin de la souris, mais par contre, le mutant dans le système de sécrétion de type 6 ne l'était pas. Ce qui veut dire que quand il y avait des bactéries au niveau du microbiote, eh bien, Salmonella est capable de rentrer et de coloniser, mais en absence de type 6, il est incapable de tuer les autres bactéries et donc incapable de coloniser, et donc il est rapidement éliminé. Donc, ce qui veut dire que le système de sécrétion de type 6, qui participe à la tuerie bactérienne, permet donc à cette bactérie pathogène de coloniser efficacement l'intestin, dans ce cas-là, de souris. Or, on s'est aperçu, en faisant des expériences pour regarder quelles bactéries étaient ciblées par Salmonella, que Salmonella était capable de tuer des Escherichia coli commensales, mais également d'autres souches comme Klebsiella oxytoca, Enterobacter clocae, et même quelques espèces de Bacteroidetes. Alors, ce cas-là, c'est un cas particulier d'une bactérie pathogène qui va utiliser le système de sécrétion de type 6 pour mieux coloniser l'intestin.
mais il y en a d'autres qui ont été montrés dans des espèces pathogènes d'Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, et donc qui, en ciblant la flore commensale, vont permettre donc de coloniser efficacement l'intestin. Mais l'inverse existe également, puisqu'on a des bactéries de la flore intestinale, les Bacteroides, qui vont protéger, grâce à leur système de sécrétion de type 6, contre l'envahissement par des pathogènes, donc en tuant les pathogènes lorsqu'ils vont essayer de pénétrer l'intestin. Et donc ces bactéries-là vont avoir un rôle protecteur. Alors si je reviens brièvement sur le système de sécrétion de type 6, donc je vous le rappelle ici, ce sont les différents gènes qui composent l'appareil de sécrétion. Donc sur la souche sur laquelle on travaille, les Escherichia coli autorégatifs, on a un certain nombre de gènes ici qui sont les mêmes gènes, mais vous allez voir ici qu'il y a des gènes supplémentaires qui sont ici en blanc, qui sont intercalés dans les gènes qui codent l'appareil de sécrétion de type 6. Alors bien entendu, on a voulu regarder que faisaient ces gènes-là. Alors je vais commencer par le premier ici, celui-ci qui est localisé juste après le gène VGRG. Et donc, la protéine qui est codée par ce gène-là, on a fait un certain nombre d'expériences pour essayer de comprendre quel était son rôle. Et on s'est aperçu rapidement, en faisant de la modélisation moléculaire, en essayant d'obtenir sa structure, qu'en fait, cette protéine possédait un repliement de type estérase. Alors, estérase, ce sont des enzymes qui sont capables de cliver des liaisons ester, et qui possède en général un site catalytique qui comprend à la fois une sérine, une histidine et un aspartate. Alors on a voulu regarder quel était le substrat de cette estérase potentielle, et en fait on s'est aperçu en utilisant plusieurs phospholipides qu'en fait cette protéine était une phospholipase, c'est-à-dire qu'elle dégrade les phospholipides qui sont les composants essentiels des parois bactériennes. Donc, ce qui veut dire qu'au sein de ce système de sécrétion de type 6, on retrouve aussi des protéines effectrices qui ont des activités enzymatiques de dégradation des phospholipides, c'est-à-dire de la membrane bactérienne. Effectivement, si on produit cette protéine qu'on a appelée TLE1 dans la bactérie, on s'aperçoit, donc ici il s'agit de dilution, et donc on va regarder la survie des bactéries. Donc si vous voyez, une bactérie sauvage va survivre au fur et à mesure qu'on la dilue. Par contre, si on produit cette phospholipase, eh ben, on voit que cette bactérie-là ne survit pas, ce qui veut dire que la phospholipase a vraiment une activité antibactérienne. Elle va donc dégrader les phospholipides de la bactérie, et donc la bactérie va lyser et ne va pas pouvoir survivre. Si on fait un mutant au niveau du site catalytique, au niveau de la sérine 197, on s'aperçoit que l'enzyme a beaucoup moins d'activité, et donc du coup que les bactéries survivent. Donc cette protéine-là, il s'agit bien d'une phospholipase. Et ce qui était le plus drôle, finalement, c'est que juste à côté, il y avait un autre gène, ici en vert. Et quand on a regardé qu'est-ce que pouvait faire ce gène-là, on s'est aperçu que si on produisait ce gène-là en même temps que la phospholipase, eh bien, on restaurait la survie de la bactérie. Ce qui veut dire que ce gène-là code un inhibiteur de la phospholipase. Et effectivement, après purification, lorsqu'on le mettait en contact avec la phospholipase, donc ici, on mesure l'activité de la phospholipase en présence de cette protéine qu'on a appelée TLI1, on s'aperçoit que l'activité de la phospholipase va diminuer au fur et à mesure qu'on rajoute de la protéine TLI1. Ce qui veut dire que cette protéine code pour un inhibiteur contre la phospholipase. Donc comment ça se passe? Eh bien en fait, le système de sécrétion de type 6 va donc délivrer à l'intérieur de la bactérie cible la phospholipase, donc tuer la bactérie cible, mais en même temps, elle va produire l'antidote, et elle va garder l'antidote avec elle, ce qui fait que si sa sœur qui est à côté essaie de lui délivrer la phospholipase, eh ben, elle sera immune contre l'activité de la phospholipase, et donc elle sera protégée. Donc elle va produire à la fois une toxine pour tuer les bactéries autour d'elle, mais également produire l'antidote de manière à se protéger elle-même contre cette toxine. Alors, on a donc ce couple phospholipase et inhibiteur de phospholipase, mais on trouve également d'autres gènes ici, et effectivement qui codent aussi pour d'autres enzymes avec des inhibiteurs de ces enzymes. Donc des protéases, des DNases, donc ce sont des toxines qui vont être capables de dégrader l'ADN ou les protéines de la bactérie cible. Et donc finalement, on a un cocktail d'enzymes qui vont être sécrétées dans les bactéries cibles. Donc la question, c'est comment ces toxines sont sécrétées et comment ça fonctionne. Alors, ce système de sécrétion de type 6, si on revient sur les différents gènes qui le composent, on s'aperçoit qu'on peut les catégoriser en deux sous-familles.
Alors, la première sous-famille va comprendre les protéines codées par les gènes TSSJ, K, L et M. Et en fait, ces protéines codent pour ces gènes codent pour des protéines qui sont associées à l'enveloppe bactérienne. Et donc, on pense qu'ils constituent ce qu'on appelle le complexe membranaire au niveau de l'enveloppe de la bactérie. Et il y a un certain nombre d'autres gènes ici qui correspondent ou qui ressemblent énormément à des protéines qui sont retrouvées dans ce qu'on appelle les bactériophages. Alors, comme vous le savez, il existe différents types de bactériophages. Donc, les bactériophages sont des virus pour les bactéries. Il existe différents types, et le type le plus commun ou le plus étudié est la famille des myoviridés. Ils sont composés d'une tête qui va renfermer l'ADN ou l'acide nucléique qui sera transporté, et ce qu'on appelle la queue, ici. Et donc, dans le cas des myoviridés, cette queue est dite contractile. Elle est formée d'un tube interne, ici en noir, qui est assemblé sur une plateforme d'assemblage ou base plate. Et ici, on retrouve le spike ou l'aiguille de perforation. Donc, ce tube interne, il est entouré d'un fourreau contractile, ici en bleu. Et sur la base plate, on va retrouver les fibres caudales qui vont permettre de s'associer et de reconnaître la bactérie cible. Et au moment où ça reconnaît la bactérie cible, ça va provoquer un mouvement, un changement de conformation au niveau de la plateforme d'assemblage qui va conduire à la contraction du fourreau. Donc, si vous voulez, juste pour représenter, j'ai le tube interne ici en noir, il y a le fourreau contractile, ce sont mes mains, ici, et quand le fourreau se contracte, eh bien, le tube va perforer. Donc, si on se positionne au niveau de la bactérie cible, le fourreau se contracte, et donc le tube va pénétrer à l'intérieur de la bactérie, et grâce à l'aiguille de perforation, ici, ça va permettre de traverser les différents compartiments de l'enveloppe bactérienne. Et une fois que tout ce mécanisme s'est passé, puis l'acide nucléique va pouvoir traverser et donc entrer dans le cytoplasme, et donc le phage va pouvoir infecter la bactérie. Donc vous voyez que ces structures tubulaires ici existent sous deux conformations différentes. Une conformation qui est étendue, qui est longue, ici, et une conformation qui est plus courte. Et effectivement, ce qui était fascinant dans l'article du groupe de John Mekalanos, c'est qu'ils ont retrouvé aussi ce système de sécrétion de type 6 sous deux conformations différentes. Donc vous voyez cette conformation allongée dans le cytoplasme, où on peut voir que c'est très long, mais on peut voir aussi que c'est dense à l'intérieur, mais également une conformation plus courte. Et vous voyez, à l'intérieur, il n'y a pas de densité, ce qui veut dire que c'est vide, comme si le tube interne avait été éjecté. Donc finalement, comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme un harpon. On va tirer la flèche grâce à une structure contractile, et puis lorsqu'on va relâcher, la flèche va partir et va tuer la bactérie cible en face en délivrant du poison. Alors, il a donc été proposé à ce moment-là que le système de séquence type 6 pourrait fonctionner comme un phage, c'est-à-dire ici vous voyez la structure du phage, donc le système de séquence type 6 serait donc de manière très similaire, sauf qu'il serait orienté dans une direction opposée et qui serait ancré au niveau de l'enveloppe par le complexe membranaire. Alors, comment ça fonctionne? Brièvement, donc je vais vous montrer ici l'assemblage et le mode de fonctionnement du système de séquence type 6, et puis après je vais revenir en détail sur toutes ces différentes étapes pour vous montrer comment on peut maintenant proposer ce modèle-là. Alors, tout d'abord, il y a assemblage du complexe membranaire sur lequel va venir se positionner la plateforme d'assemblage, et puis il va y avoir polymérisation du tube interne et du fourreau contractile. Et donc, en fait, on peut suivre in vivo, directement dans la cellule, l'assemblage de cette structure, si on fusionne une protéine fluorescente à cette protéine du fourreau contractile. Donc, si vous faites cette expérience, vous voyez ici que, donc là, il s'agit de Escherichia coli entéro-agrégatif. Vous voyez qu'au moment où il y a une bactérie cible qui arrive au contact, cette structure tubulaire va être désassemblée et elle va être réassemblée au site de contact avec la cellule cible, et ça va allonger ce fourreau dans le cytoplasme de la bactérie. Donc là, on est en train de former la flèche, on tire l'arc dans toute la cellule. Une fois que la structure est complètement assemblée, il va y donc avoir contraction. Donc ici, vous avez contraction, la structure a été diminuée, puisque le fourreau s'est contracté. Il y a assemblage d'un fourreau à une autre position, et vous voyez que dans l'image suivante, la bactérie rouge a disparu, elle a été tuée, elle a été lysée par la flèche qui lui a été envoyée. Donc c'est un système très efficace.
lorsqu'on est en contact avec une bactérie cible, on va assembler la flèche grâce à un fourreau contractile, on va larguer la flèche, ça va délivrer le poison et donc tuer la bactérie cible. Une fois que ce fourreau est contracté, il y a une ATPase qui va venir le recycler pour qu'il puisse être réutilisé et réassemblé ailleurs dans la cellule. Alors, ce système de sécrétion de type 6, qui nous intéresse, nous, au laboratoire, c'est comment il s'assemble pour essayer plus tard de trouver potentiellement des inhibiteurs qui vont permettre de le bloquer. Et donc, dans le cas des bactéries pathogènes, au moment où elles vont coloniser, de pouvoir bloquer et donc inhiber le fonctionnement de cet appareil de sécrétion. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous faire prendre conscience de la question qui nous intéresse, nous, au laboratoire. Donc, ce qui nous intéresse dans le cadre de ce système de sécrétion type 6, c'est de savoir, premièrement, où c'est qu'il localise dans la cellule, est-ce qu'il y a un environnement privilégié, et après, savoir comment il va être construit au niveau de la cellule. Donc, ce qui nous intéresse tout d'abord, c'est de savoir quel est le premier élément de ce système de sécrétion type 6 qui va être positionné. Donc, quelle est la première protéine qui va trouver l'endroit où on doit se positionner correctement, et ensuite, comment les différents éléments de ce système de sécrétion de type 6 vont être assemblés les uns avec les autres de manière à former ce système de sécrétion. Donc, comment les différentes protéines vont donc interagir les unes avec les autres, comment ces protéines vont être transportées au site d'assemblage pour former ces structures au niveau du cytoplasme et comment les différents éléments vont donc être assemblés les uns avec les autres pour former ces structures tubulaires. Alors, si je reviens sur l'architecture générale, vous voyez qu'il existe la structure de type phagique avec la plateforme d'assemblage ou base plate, le tube interne, le fourreau contractile et la pointe de perforation. Et tout ce système-là est ancré au niveau de l'enveloppe par le complexe membranaire. Donc, au tout début de nos études, en 2009-2010, nous nous sommes intéressés à ce complexe membranaire. Donc, je vais vous faire rapidement un petit résumé de ce qu'on sait. Il est composé de 3 protéines essentiellement. Une protéine qui est au niveau de la membrane externe et qui s'appelle TSSJ. Elle est ancrée au niveau de la membrane externe par un groupement acyle. Et il y a également 2 protéines au niveau de la membrane interne qui s'appellent TSSL et TSSM. TSSL est composé d'un seul segment transmembranaire et TSSM, lui, elle, est composée de 3 segments transmembranaires. Il y a également une grande boucle cytoplasmique et un grand fragment dans le périplasme. On a également essayé de résoudre les structures de ces différentes protéines pour avoir des informations sur à quoi elles ressemblent et comment elles peuvent fonctionner. Donc, on a résolu la structure du domaine cytoplasmique de la protéine TSSL. On s'est aperçu que c'était un bundle de 3 hélices, mais finalement, la structure ne nous a pas apporté d'informations sur le rôle de cette protéine-là. On a ensuite résolu la structure de cette protéine TSSJ, ici, de cette lipoprotéine de membrane externe. On s'est aperçu qu'elle avait un repliement de type transthyrétine, qui est un repliement qui est assez classique chez les protéines. En fait, c'est un sandwich de feuillet bêta. Mais en comparant par rapport au repliement de type transthyrétine, on s'est aperçu qu'elle possédait une boucle supplémentaire, ici, qu'on a appelée la boucle L1-L2, qui est ici représentée en bleu. Et on a montré que cette boucle L1-L2, elle était nécessaire pour que TSSJ puisse interagir avec la protéine TSSM. Et par la suite, on a résolu la structure du complexe entre TSSJ et TSSM. Donc vous voyez ici TSSJ en doré, ici TSSM, et vous voyez que la boucle L1-L2, ici, c'est cette région qui médie le contact avec TSSM. Donc globalement, le complexe membranaire est composé de 3 protéines au niveau de la membrane interne et membrane externe, et ces 3 protéines interagissent. On a défini le réseau d'interaction. TSSJ interagit avec TSSM, et TSSM, grâce au segment transmembranaire, interagit avec TSSL. Et on s'est posé 2 nouvelles questions. Premièrement, dans quel ordre ces différentes sous-unités peuvent être recrutées? Est-ce que la première protéine est TSSJ, puis il va y avoir recrutement de TSSM, puis de TSSL, ou est-ce qu'au contraire, la première protéine à être recrutée, c'est TSSL, suivie de M, suivie de J? Donc ça, c'était la première question qu'on avait. Et c'est une question importante, puisque si on veut bloquer le système de sécrétion de type 6, il est nécessaire de savoir quelle est la première protéine qui est positionnée, parce que ce sera certainement la plus importante à bloquer dès le départ, si on veut faire en sorte que le système ne fonctionne pas.
La deuxième question qu'on avait, c'était est-ce qu'on peut résoudre la structure de ce complexe membranaire dans sa globalité, c'est-à-dire ne pas avoir les structures des composants individuels, mais avoir la structure du complexe entier. Donc, dans un premier temps, on a fusionné chacune de ces protéines, TSSJ, TSSM, TSSL, avec des protéines fluorescentes, de manière à regarder leur positionnement dans la cellule et leur dynamique. Donc, on peut le voir ici, quand on fusionne TSSM avec la GFP, on s'aperçoit que TSSM va former un cluster ou un focus à un endroit de la cellule, et que ce focus, au cours du temps, ici c'est un temps en secondes, donc sur 1 minute 30, vous voyez que ce focus, il est statique, c'est-à-dire que cette protéine-là ne bouge pas au cours du temps. Si maintenant on regarde la protéine TSSL, on s'aperçoit également qu'elle est capable de former un focus, et ce focus, il est également statique au cours du temps. Donc ici, ce sont des images avec seulement un focus par cellule, mais on peut retrouver jusqu'à 8 foci par cellule. On s'est posé la question, est-ce que ces foci ici représentent des complexes membranaires, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont comporter à la fois TSSM et TSSL? Donc dans ce cas-là, on a fait une double fusion, TSSM fusionné à la GFP, donc, qui est une protéine fluorescente qu'on peut visualiser en vert, et TSSL qui est fusionné à la M-chérie, qui est une protéine fluorescente qu'on peut fusionner en rouge. Donc vous voyez ici que dans la même cellule, on peut voir que TSSM forme 2 foci, TSSL forme 2 foci également, et si on fait le merge entre les deux, vous voyez que les foci rouges et les foci verts sont au même endroit, ce qui veut dire qu'au même endroit, on va retrouver les deux protéines, TSSL et TSSM, ce qui veut dire que ces focus, ces foci, représentent certainement des complexes membranaires complètement assemblés. Et ensuite, on s'est posé la question, est-ce que le complexe membranaire arrive en premier, et puis après, il va y avoir assemblage de la queue contractile, ou est-ce que la queue contractile va être assemblée ailleurs, puis elle va être amenée et accrochée au complexe membranaire? Donc ici, on a fusionné la protéine TSSL avec la GFP, donc vous voyez le focus correspondant au complexe membranaire, et on a fusionné la protéine TSSB, c'est celle qui compose la queue contractile, le fourreau contractile, avec la M-chérie. Et donc vous pouvez voir qu'au tout début, on a un focus correspondant au complexe membranaire, tandis que la fluorescence rouge, qui correspond aux protéines du fourreau, est diffuse. Et au fur et à mesure, ces protéines-là vont se rapprocher du complexe membranaire pour former la queue contractile. Ce qui veut dire que la queue contractile va s'assembler sur le complexe membranaire. Elle ne va pas être assemblée de manière indépendante, puis amenée au niveau du complexe membranaire. Par la suite, on s'est posé la question de savoir donc, dans quel sens ces différentes protéines sont recrutées. Et donc pour cela, l'expérience est très simple. Vous imaginez que si la protéine A est nécessaire pour recruter la protéine B, ça veut dire qu'en absence de A, B ne va pas savoir où aller, et donc B va se retrouver diffus dans la cellule. Donc ici, on a fait l'expérience, on a regardé la localisation de TSSM dans différents mutants. Donc vous voyez que dans une souche sauvage, TSSM va former 2 foci ici. Par contre, dans un mutant delta TSSJ, donc c'est la lipoprotéine de membrane externe, on s'aperçoit que TSSM est diffus dans le cytoplasme. Ça veut dire que cette protéine TSSM est incapable de trouver le site où doit se positionner le système de sécrétion de type 6 en absence de TSSJ. Ce qui veut dire que TSSJ arrive avant et va recruter TSSM. Si maintenant on regarde dans un mutant delta TSSL, on s'aperçoit que M est capable de former des foci, ce qui veut dire qu'il n'a pas besoin de L pour trouver le site d'assemblage. Si maintenant on regarde TSSL, on s'aperçoit que c'est diffus à la fois dans un mutant J et dans un mutant M, ce qui veut dire que L, pour trouver le site d'assemblage, nécessite J et M. Donc globalement, la voie d'assemblage, c'est que la première protéine à être recrutée est TSSJ, elle va ensuite recruter la protéine TSSM et ensuite recruter la protéine TSSL. Donc on avait défini la voie d'assemblage et donc on voulait également résoudre la structure du complexe entier. Donc pour cela, on a introduit des petites étiquettes permettant la purification au niveau de TSSJ et au niveau de TSSM. Donc on a utilisé 2 étiquettes différentes, une étiquette qu'on appelle un STREP2 qui permet de purifier la protéine TSSJ et une étiquette qu'on appelle CISIS qui permet de purifier d'une autre manière la protéine TSSM. Et donc l'idée, c'était d'essayer de purifier dans des conditions natives le complexe entier en tirant à la fois sur J et à la fois sur M. Donc pour faire cette expérience-là, on a fait plusieurs chromatographies
Et finalement, on a réussi à purifier un complexe qui contenait à la fois TSSM, TSSL et TSSJ. On a fait des études de stoichiométrie. On s'est aperçu qu'il y avait une protéine TSSM pour une protéine TSSL pour une protéine TSSJ. Et ensuite, on a regardé la taille de ce qu'on avait purifié et on s'est aperçu, donc ici, il s'agit d'une expérience de gel filtration. Donc on fait migrer le complexe dans une résine et en fonction du volume dans lequel il va sortir, ça va nous donner sa taille. Et donc ça nous a permis de définir comme quoi le complexe avait une taille de 1,7 mégadalton, ce qui est considérablement grand pour un complexe protéique, et donc avec un ratio de 1 à 1, ce qui voulait dire qu'il y avait en fait 10 copies de TSSM pour 10 copies de TSSJ et 10 copies de TSSL. Donc 30 protéines associées les unes avec les autres pour former le complexe membranaire. Alors bien entendu, une particule de cette taille-là, on peut la voir sous le microscope, tellement grande qu'on peut la voir sous le microscope. Et donc quand on l'a regardée sous le microscope, voilà ce qu'on a vu. Donc ici, vous voyez, ce sont des particules qui sont entourées, qui correspondent au complexe membranaire avec les 3 protéines. Donc là, c'est un grossissement très très important, puisque la taille du complexe membranaire, de haut en bas, ça en fait environ 50 nanomètres. Donc c'est extrêmement, extrêmement petit. Donc vous voyez ici que ce complexe semble exister sous différentes conformations, puisqu'on voit qu'ils n'ont pas la même forme, mais en fait, ce ne sont pas différentes conformations, c'est parce qu'ils se sont accrochés sur le support de manière différente. Soit ils sont accrochés, et donc on le visualise, quand on les regarde du dessus, on le voit comme ça, soit on le voit de cette manière-là. Donc on le voit que du dessus ou du dessous. Et donc en fait, pour essayer de résoudre la structure de ce complexe, on a besoin justement de toutes ces différentes orientations, de manière à définir à quoi il ressemble quand on le regarde du dessus, du côté ou d'en dessous. Mais ce qui nous a d'abord importé, c'est de savoir est-ce qu'on peut définir à partir de ces structures où est située la membrane externe et où est située la membrane interne. Donc pour ça, on a utilisé deux petites, on va dire, expériences qui nous ont permis, basées sur les étiquettes qui étaient positionnées là, de déterminer la membrane externe et la membrane interne. Donc dans un premier temps, on a utilisé un anticorps dirigé contre l'étiquette STREP, et vous pouvez voir ici que sur ce complexe membranaire, on a une densité supplémentaire qui correspond à la densité de l'anticorps, qui est localisée finalement de ce côté-là du complexe, ce qui veut dire que l'anticorps STREP-TAG, ici, va reconnaître TSSJ, et donc que TSSJ est localisé de ce côté-là du complexe. De la même manière, on peut utiliser une bille d'or qui se fixe au niveau de l'étiquette cysistidine, ici, et vous voyez que la bille d'or, ici, va se retrouver à la base du complexe, et comme la bille d'or va se fixer sur la base de TSSM, ce qui veut dire que la base de TSSM est localisée par ici. Et donc ça nous a donc permis de définir comme quoi la membrane externe était localisée ici et que la membrane interne était donc localisée là. Et donc cette partie-là, ici, est dans le cytoplasme. Donc par la suite, afin de définir l'architecture et la structure de ce complexe, on a classé les différentes images en disant, eh bien voilà, ça on pense que c'est une vue du dessus, ça on pense que c'est une vue du dessous. Donc vous voyez ici, on a une vue du dessus, ici c'est la vue de profil, et donc ici sont toutes les vues qu'on appelle les tilt views, c'est-à-dire au fur et à mesure, si vous le regardez d'ici, on va tourner la molécule de cette manière-là. Donc ça c'est quand je me déplace d'ici à là, c'est comme si je regardais la molécule dans toutes ces différentes conformations. Et à l'aide de ça, ça nous a permis de reconstruire la structure du complexe membranaire. Donc je vais vous montrer ici une petite vidéo qui va permettre finalement de le décrire. Donc ça, c'est le complexe membranaire qui est ancré au niveau de l'enveloppe de la bactérie qui va donc produire le système de sécrétion de type 6. La membrane externe est localisée environ ici. La membrane interne est localisée ici. Et donc cette partie ici est localisée dans le cytoplasme. Cette partie qu'on appelle les arches correspondent aux segments transmembranaires. Et ensuite, on a les piliers qui correspondent à la partie périplasmique de TSSM et à la lipoprotéine TSSJ. Donc maintenant, si on tourne la molécule, on s'aperçoit qu'elle a une symétrie d'ordre 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis on revient au départ, ce qui veut dire que ce sont 5 molécules identiques qui vont polymériser de manière à former la structure.
Et donc c'est beaucoup plus visible lorsqu'on le regarde du dessus. Vous voyez ici qu'il y a une symétrie d'ordre 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est composé d'un dimère. Donc il s'agit d'un pentamère de dimère, puisqu'il y a 10 copies de chacune des protéines. Et donc là, ça va être une vue lorsque vous êtes dans le cytoplasme. Et on voit également la symétrie d'ordre 5 ici. Alors, ici, ce sont environ les dimensions. Donc je vous l'ai dit, environ 30 nanomètres de hauteur. Une vue du dessous, une vue du dessus, ici. Et donc ici, c'est quand on repositionne les structures à haute résolution que l'on avait. Donc ici en doré, c'est la protéine TSSJ, ici en bleu, c'est la protéine TSSM. Et vous voyez que le système est clos, il y a un tout petit trou à l'extrémité au niveau de la membrane externe. Donc ce petit trou, ça permet que le système soit fermé à l'extrémité et donc empêcher les molécules toxiques de rentrer dans la cellule. Par contre, avec un trou aussi petit que ça, la flèche ne va pas pouvoir passer. Donc en fait, on a essayé d'obtenir le complexe sous une forme ouverte pour voir quels sont les changements de conformation qui vont permettre à la flèche de passer. Et donc ici, c'est une modélisation que l'on a fait avec le groupe de Benjamin Bardio à l'Institut Pasteur, qui nous a permis de proposer que le complexe puisse passer d'une conformation fermée à une conformation ouverte. Et dans cette conformation ouverte, on va avoir un trou qui est suffisant pour faire passer la flèche. Donc ici, c'est la même représentation. On voit le complexe membranaire avec la flèche qui est prête à être lancée. Et vous voyez qu'ici, la flèche ne peut pas passer à travers le trou. Par contre, au moment de la contraction du fourreau, il va y avoir ouverture du complexe membranaire, ce qui va permettre à la flèche d'être expulsée vers la bactérie cible. Donc, comment ça fonctionne globalement? Assemblage du complexe membranaire avec 10 copies de chacune des protéines sous une conformation fermée, de manière à empêcher les molécules toxiques de rentrer dans la cellule et donc de détruire la cellule. Une fois que ce complexe membranaire est assemblé, il va y avoir polymérisation de la queue contractile, et que lorsque cette queue va se contracter, il va y avoir ouverture du canal au niveau de la membrane externe, permettant de laisser passer la flèche. Et après, on referme à nouveau le canal. Donc le canal va être capable de s'ouvrir et de se fermer, de manière à laisser passer la flèche. Alors, une fois que ce complexe membranaire a été assemblé, il va y avoir le recrutement de la plateforme d'assemblage, ou baseplate, qui va donc venir se fixer au niveau de ce complexe membranaire. Donc récemment, on a essayé de trouver les protéines qui constituent cette plateforme d'assemblage, et on a trouvé qu'en fait, que cette plateforme était constituée de 5 protéines, TSSK, TSSF, TSSG, TSSE et VGRG. Donc je ne vais pas rentrer en détail sur ces différentes protéines-là, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans le cadre de cette conférence, mais ce qu'on a réussi à faire récemment, c'est purifier un complexe qui comprend les 5 protéines, VGRG, K, G, F et E. Donc on est en train d'essayer d'obtenir la structure de cette plateforme d'assemblage. Ce qui était plus intéressant, c'est qu'on peut définir aussi, grâce à des sous-complexes, la voie d'assemblage de cette plateforme. Donc on sait tout d'abord qu'il y a 3 protéines, K, F et G, qui vont interagir ensemble, qui vont recruter E pour former un morceau de la plateforme. Et puis lorsqu'il va y avoir l'aiguille de perforation, eh bien, 6 morceaux identiques vont polymériser autour pour former la plateforme d'assemblage. Alors, ce qui était très intriguant dans cette histoire, c'était la présence de la protéine TSSK. Alors, pourquoi ça nous a intrigués dès le départ? Puisque, en fait, les plateformes d'assemblage sont également retrouvées chez les bactériophages, chez les virus dont je vous ai montré, les myoviridés dont je vous ai montré un exemple au tout début. Et en fait, le bactériophage le mieux étudié, le plus étudié, c'est le bactériophage T4, dont la plateforme d'assemblage est composée de toutes ces protéines-là. Mais il existe d'autres structures contractiles, c'est-à-dire avec un fourreau contractile et un tube, qui s'assemblent également sur des baseplates, des plateformes d'assemblage. Par exemple, celle du phage P2, mais également celle des pyocines et des anti-feeding prophages qui sont produits par certaines bactéries environnementales. Et en fait, dans le cas de ces 3 structures contractiles, la plateforme d'assemblage est composée seulement de 4 protéines. Donc, par exemple, dans le cas du phage P2, la protéine GPV, qui est homologue
à GP27, la protéine GPW est homologue à GP25, etc., etc. Et donc, basé sur ça, il avait été proposé comme quoi, pour former une plateforme minimale, il fallait ces 4 protéines. Or, quand on a trouvé les protéines dans le cadre du système de séquence type 6, on a retrouvé VGRG, qui est l'homologue de GP27, TSSE, l'homologue de GP25, F et G, les homologues de GP6 et GP53. Donc, on avait retrouvé ces 4 protéines. Donc, on était content. On avait, nous aussi, dans le cadre du système de séquence type 6, une plateforme minimale, mais on avait également cette protéine TSSK. Et donc, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que pouvait faire TSSK, puisque c'était une protéine supplémentaire par rapport aux protéines traditionnelles des plateformes d'assemblage. Donc, on a réussi récemment à obtenir la structure de TSSK. Donc, voilà la structure de la protéine. Elle est composée de 3 domaines, un domaine N-terminal, un domaine central, un domaine C-terminal. En fait, la protéine existe sous forme de trimère en réalité. Donc, ici, c'est la structure du trimère. Donc, on a 3 fois le domaine central, 3 fois le domaine N-terminal, 3 fois le domaine central. Et dans la structure, on n'avait malheureusement qu'une seule fois le domaine C-terminal. Grosso modo, on a pensé, en voyant la structure, que ça ressemblait aux épaules, au cou et à la tête. Et donc, on a donné comme nom shoulder, donc épaule, cou, neck et head, la tête, à cette structure. Et donc, on a voulu savoir si ces différents domaines pouvaient avoir des rôles dans l'interaction avec la plateforme d'assemblage ou avec autre chose. Donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est une expérience de double hybride bactérien. Donc c'est une expérience qui permet de définir les interactions entre protéines. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple. On part d'une protéine qui a une activité enzymatique, on la coupe en deux et on fusionne chacune des parties avec nos 2 protéines d'intérêt. Si nos 2 protéines d'intérêt interagissent, alors les 2 domaines, les 2 fragments de l'enzyme vont être proches dans l'espace et ça va reconstruire l'activité enzymatique. Et on peut suivre l'activité enzymatique sur des boîtes, reporters, avec la coloration bleue. Donc grosso modo, si la colonie bactérienne est bleue, ça veut dire que nos 2 protéines interagissent. Si la colonie est blanche, nos 2 protéines n'interagissent pas. Donc c'est une manière rapide de déterminer les interactions entre protéines chez les bactéries. Donc ici, vous voyez que quand on teste l'interaction de TSSK avec les partenaires qui étaient connus, on s'aperçoit que TSSK interagit avec le complexe FG, mais également avec les domaines cytoplasmiques des 2 protéines du complexe membranaire, TSSL et TSSN. Si maintenant on prend uniquement le domaine shoulder de TSSK, ici, donc ce domaine ici, là, on s'aperçoit qu'il est suffisant pour interagir avec TSSF et TSSG, donc les 2 composants de la plateforme d'assemblage. Si maintenant on prend le domaine head, ici, H, on voit que ce domaine est suffisant pour interagir avec le complexe membranaire. Ce qui veut dire que cette protéine-là, elle possède un domaine qui permet de s'ancrer dans la plateforme d'assemblage et un domaine qui permet de s'accrocher au complexe membranaire. Et donc c'est la protéine qui va faire le lien entre la plateforme d'assemblage et le complexe membranaire et donc va permettre d'accrocher la baseplate à ce complexe membranaire. Alors ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, ce domaine N-terminal possède des homologies structurales avec les domaines N-terminaux de certaines protéines de phage qu'on appelle les RBP pour Receptor Binding Proteins. Ce sont les protéines qui vont reconnaître les récepteurs à la surface de la bactérie. Donc chez les phages, les RBP possèdent une architecture aussi similaire avec les épaules, le cou et la tête. Et donc la partie épaule, shoulder, c'est ce qui va permettre de s'accrocher au niveau du phage. Et par contre, le domaine head, c'est ce qui va permettre au phage de se fixer sur la bactérie et donc de reconnaître le récepteur de manière à pouvoir se fixer correctement et injecter l'ADN. Donc finalement, on était tombé sur une protéine TSSK qui avait une architecture similaire avec ce domaine qui permet de s'accrocher dans la plateforme d'assemblage et ce domaine qui permet de s'accrocher au complexe membranaire, ce qui veut dire que cette protéine a évolué de manière à reconnaître le complexe membranaire comme un récepteur, de manière à orienter correctement la queue contractile vers l'extérieur. Donc globalement, ici c'est un petit schéma récapitulatif. TSSK va s'ancrer au niveau de la plateforme d'assemblage et donc grâce à ce domaine C-terminal, le domaine head, il va permettre de se fixer sur le complexe membranaire. Une fois qu'il s'assemble sur le complexe membranaire, il va donc avoir polymérisation
de la queue contractile. Alors, ce qu'on sait par des expériences il y a quelques années, c'est que cette structure contractile va s'assembler de manière très spécifique. Il y a d'abord recrutement d'une sous-unité du tube, puis d'une sous-unité du fourreau, puis d'une sous-unité du tube, une sous-unité du fourreau, du tube, fourreau, etc. En fait, on ne peut pas avoir assemblage du tube sans le fourreau, et on ne peut pas avoir assemblage du fourreau sans le tube. Donc on sait qu'il y a un fragment de tube, un fragment de fourreau, un fragment de tube, un fragment de fourreau, qui vont s'assembler progressivement. Et donc on s'est posé la question de savoir comment cet assemblage peut être coordonné, c'est-à-dire comment l'assemblage du tube et l'assemblage du fourreau vont pouvoir se faire au même moment et dans l'espace. Et on a proposé l'hypothèse que s'il existait une protéine qui allait coordonner l'assemblage de ce fourreau et de ce tube, alors cette protéine devait interagir avec le fourreau et avec le tube. Donc on a fait à nouveau des expériences de double hybride bactérien où on a testé cette fois-ci l'interaction de HCP, qui est le composant du tube, et de TSSC, qui est l'un des deux composants du fourreau, vis-à-vis de toutes les autres protéines du système de sécrétion de type 6, afin de trouver quelle était la protéine qui allait interagir avec les deux. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de protéines qui interagissent avec HCP, un certain nombre de protéines ici qui vont interagir avec TSSC, mais finalement nous n'avons que deux protéines, TSSA et TSSB, qui sont capables d'interagir à la fois avec HCP et à la fois avec TSSC. Or, on n'était pas surpris d'avoir TSSB, puisque TSSB est le second composant du fourreau, donc c'est normal qu'il interagisse avec le fourreau et c'est normal qu'il interagisse avec le tube. Mais par contre, on était très surpris de voir TSSA, et donc on s'est posé la question de savoir si TSSA ne pouvait pas être le coordinateur. Alors la première chose que l'on a faite, c'est fusionner TSSA avec une protéine fluorescente pour regarder sa localisation dans la bactérie et sa dynamique. Alors comme vous pouvez le voir ici, au cours du temps, TSSA va donc former un focus proche de la membrane, et puis ce focus va bouger, il va rejoindre l'autre côté de la cellule. Et si on fait des expériences de manière statistique, ce qu'on appelle un chymographe, qui nous permet de suivre au cours du temps le déplacement de cette protéine TSSA, on s'aperçoit que cette protéine, donc ici, c'est un côté de la bactérie et l'autre côté de la bactérie. Donc c'est comme si on faisait une coupe ici. Et on va suivre le déplacement au cours du temps. Et on voit que cette protéine TSSA se déplace de manière unidirectionnelle et avec une vitesse constante. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas de la diffusion aléatoire, elle ne va pas diffuser dans la bactérie d'un côté à l'autre n'importe comment, elle va diffuser de manière linéaire et avec une vitesse constante. Et donc ça nous a fait penser que peut-être elle était poussée par l'élongation du tube. Donc on a fait une double fusion. On a fusionné donc TSSA avec la GFP en vert et le tube avec la M-chérie, donc en rouge. Donc vous voyez ici, d'abord, il y a positionnement de TSSA proche de la membrane. Donc vous pouvez suivre sur le petit diagramme ici. Par contre, la fluorescence du fourreau est diffuse. Et au fur et à mesure, les protéines du fourreau vont se rapprocher de TSSA pour former le tube et elles vont pousser TSSA de l'autre côté de la bactérie. Donc ensuite, on a essayé de résoudre la structure de TSSA pour savoir à quoi elle ressemblait. On n'a pas réussi à avoir sa structure à haute résolution. Donc on a fait une autre technique qui s'appelle la technique de la diffraction aux petits angles, qui permet d'avoir une structure à basse résolution de la protéine. Et donc vous voyez ici, c'est la structure que l'on a obtenue. Donc TSSA ressemble à une étoile de mer à 6 branches. Donc une étoile de mer, normalement, ça a 5 branches. Là, c'est 6 branches. Donc vous voyez, c'est comme si on représentait avec ma main, avec la pomme, et 1, 2, 3, 4, 5 et 6 branches de cette manière-là. Alors, à ce moment-là, on a compris pourquoi on n'avait pas réussi à résoudre la structure, parce que vous savez que quand on veut résoudre la structure à haute dimension, il faut que la protéine ait une conformation homogène, c'est-à-dire que toutes les protéines se ressemblent pour former un cristal, pour qu'on puisse résoudre la structure. Or, on s'est aperçu que les différents bras de cette protéine-là bougeaient, ce qui empêchait, elle existait sous différentes conformations. Donc on ne pouvait pas avoir un cristal avec une seule conformation, puisque les bras bougeaient. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a découpé les bras, de manière à avoir que la pomme de la main, et on a résolu la structure de la pomme. Alors, vous voyez, cette structure, elle est unique dans les librairies de structures.
c'est c'est une figure géométrique qu'on appelle un hexaflexagone. Donc un hexaflexagone, ce sont 6 triangles qui sont reliés les uns avec les autres par des charnières. Ici. Donc vous voyez, on va avoir 6 triangles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et entre chaque triangle, on va avoir une charnière avec une partie qui provient du triangle rose, ici, et une partie qui provient du triangle vert. Et donc en étant accrochés, on va avoir les 6 triangles qui sont accrochés les uns avec les autres au niveau de cette structure qui ressemble finalement à un camembert, hein, avec 6 portions. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi, quand on est petit, une cocotte. Vous savez, c'est ce morceau de papier où on met nos 5 doigts et on peut les ouvrir, les fermer. Et donc là, c'est exactement ce qui se passe. Les 6 triangles peuvent s'ouvrir et se fermer. Et on peut suivre le mouvement par différentes approches. Et donc, dans la conformation fermée, c'est la conformation que l'on voit ici. Vous voyez qu'il existe un canal qui est très petit. Mais maintenant, si on ouvre les 6 triangles, eh bien, en fait, on a un canal qui est exactement de la taille du tube interne. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la protéine TSSA existe sous une conformation fermée, avec les 6 triangles fermés, puis les 6 triangles vont s'ouvrir, et à travers, il va y avoir une sous-unité du tube qui va passer, et ensuite, les bras vont polymériser le fourreau autour. Donc si je reprends sur le modèle, il va y avoir TSSA qui va venir se fixer au niveau de la plateforme d'assemblage. Donc là, les triangles vont s'ouvrir, ce qui va permettre de faire passer une sous-unité de tube, et puis les bras vont polymériser le fourreau autour. À ce moment-là, les triangles vont s'ouvrir à nouveau, ils vont faire passer à nouveau de haut en bas à travers TSSA un nouveau fragment de tube. Les triangles vont se fermer et le fourreau va polymériser grâce aux bras. Ainsi de suite, jusqu'à ce que la structure soit entièrement polymérisée. Une fois que c'est polymérisé, lorsque c'est en contact avec la cellule cible, le fourreau va se contracter. Donc l'aiguille de perforation va permettre de pénétrer dans la bactérie cible. Ça va permettre de libérer les différents effecteurs, les phospholipases, les DNases, les protéases, ce qui va provoquer la lyse de la bactérie. Donc voilà comment fonctionne le système de sécrétion de type 6, qui permet donc d'éliminer les compétiteurs dans les différents environnements. Et pour finir, je vais juste remercier les personnes qui ont participé au travail. Donc premièrement, les supports, ceux qui nous donnent un petit peu d'argent pour qu'on puisse fonctionner. Le travail sur le complexe membranaire a été réalisé par Éric Durand et Raïm dans l'équipe, et Marie-Stéphanie. Le travail sur la plateforme d'assemblage a été réalisé par Yannick et en ce moment également par Yacine. Le travail sur la protéine TSSA qui coordonne l'assemblage du tube et du fourreau a été réalisé par Raïm et par Johan. Laurine a travaillé sur la protéine TSSK qui permet de raccrocher la baseplate au complexe membranaire. Laure, Nicolas et Magalène travaillent sur les effecteurs, les toxines qui sont délivrées par le système. Et Thierry, Ignacio et Maxence travaillent sur un projet différent. Et enfin, je voudrais remercier les collaborateurs, Rémi France à l'IECB à Bordeaux, Christian Cambillo à la FMB à Marseille et Tamino et Léon Espinoza à l'IMM également à Marseille. Et je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions. Merci Eric, c'est un séminaire magnifique. Honnêtement, je pense que tout le monde est bouche bée là. Bravo pour avoir aussi, c'est d'une extrême complexité, mais en même temps tout est présenté de façon tellement claire. Je voulais juste peut-être pour commencer la discussion, tu nous as pas trop parlé d'énergie dans tout ça. À moins que j'ai loupé une étape, tout ce système, c'est un système purement processif ou est-ce qu'il y a quand même un système d'énergisation quelque part dans les types 3, il y a une ATPase, enfin, comment ça fonctionne? Alors, ça dans le cas du système de séquence type 6, il n'y a pas d'énergie qui est nécessaire pour assembler la structure. La structure, elle est assemblée sous une forme qui est énergétiquement défavorable, puisqu'en fait, le tube interne est bloqué entre la baseplate et TSSA, et ce tube, lui, est rigide. Par contre, le fourreau qui est assemblé autour, lui, va être sous une forme étendue parce qu'il va être lui aussi contraint entre la baseplate et la protéine TSSA.
Donc les bras de la protéine TSA vont maintenir ce fourreau comme un ressort sous une forme très étendue qui est énergétiquement défavorable. Par contre, lorsque c'est en contact avec la bactérie cible, ce fourreau va se contracter, donc comme ce ressort va se contracter, d'accord, et donc là va libérer de l'énergie. Et c'est cette libération d'énergie qui va permettre de propulser la flèche. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'énergie, donc il n'y a pas besoin d'ATP, il n'y a pas besoin de force protomotrice pour assembler la structure. Tout est contenu dans le fait que c'est maintenu sous une forme étendue. Par contre, après, il y a besoin d'ATP pour recycler les sous-unités du fourreau qui sont sous une forme contractée, de manière à les remettre sous une conformation pour l'assemblage. D'accord, pour compenser le défavorable. D'accord. Et autre question, peut-être rapidement. Finalement, les enzymes potentiellement toxiques, DNA, certes, elles sont cachées dans le système, mais il faut bien qu'elles y arrivent quand même à un moment ou à un autre. C'est ça. Donc en fait, il existe différents moyens de transporter les toxines. Donc là, je ne l'ai pas montré. Donc les toxines, elles sont soit capables de rentrer à l'intérieur du tube interne. Donc en fait, ce tube interne, il est creux. Mais elles sont traduites à l'orifice. Oui, donc elles sont traduites dans le cytoplasme. Et donc il y a deux. Si je reviens juste sur cette image, ici. Donc cette protéine qui compose le tube, c'est un hexamère et elle possède un trou au milieu, dans lequel les effecteurs vont pouvoir se mettre. Oui. Donc au fur et à mesure, donc en fait, dans la cellule, dans le cytoplasme, les toxines vont se mettre à l'intérieur de ce trou d'HCP, et au fur et à mesure que ça va polymériser, eh bien, les toxines vont se retrouver à l'intérieur du tube interne. C'est comme une boîte de Smarties. On a ce tube avec tous ces bonbons colorés à l'intérieur qui correspondent à différentes toxines différentes de cette manière-là. Donc ça, c'est un exemple. Et après, il y a un deuxième exemple où la protéine se fixe au niveau de la pointe de perforation. Oui, d'accord. Et donc là, c'est comme une flèche empoisonnée avec du poison au bout. Question ?